Je suis très heureux de vous annoncer la mise en ligne de mon nouveau programme de formation intitulé Neurocommunication. Voilà, mon plus grand plaisir dans la vie, c'est de partager des informations intéressantes et utiles. J'essaye d'en donner le plus possible gratuitement dans la mesure de mon énergie et des moyens dont je dispose. Mais mon métier, c'est de proposer des programmes de formation. C'est quelque chose que je faisais déjà avant la crise Covid. J'ai un long passé de formateur dans les écoles professionnelles, les universités et les hautes écoles. Et puis, ce qui me tient le plus à cœur précisément, c'est de partager dans toutes les découvertes que j'ai faites au long de ma vie. Et en tant qu'anthropologue de la santé, mon travail a été d'explorer les propositions de soins et d'évolution personnelle, donc de voir ce qui, dans mon parcours, m'a été le plus utile, que j'ai trouvé le plus intéressant, pour pouvoir le partager avec d'autres. Et après toute une série de programmes qui tiennent compte des récentes découvertes des neurosciences, de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie humaine, je propose désormais ce nouveau programme axé sur la communication. Il est issu des travaux d'une équipe de recherche avec laquelle j'ai le privilège de collaborer depuis bientôt 7 ans, celle des professeurs Newberg à l'université Thomas Jefferson de Philadelphie, Waldman et Manning à l'université Loyola Marymount de Los Angeles, et qui se sont intéressés à l'effet sur le cerveau d'un ensemble de pratiques humaines, notamment pratiques spirituelles et sociales, et puis dans tout un volet de leur recherche, ils se sont intéressés à la communication interpersonnelle dans le cadre privé ou professionnel. Tout ça a résulté dans un livre qui s'appelle « Words can change your brain » en anglais. Les mots peuvent changer votre cerveau. Et c'est parti du constat qu'effectivement, certains mots sont plus chargés que d'autres. Et donc, quand on les entend, automatiquement, cela crée beaucoup de résonance à l'intérieur du cerveau. Des mots forts comme Dieu. Que vous soyez athée ou croyant, dès que vous entendez le mot Dieu, paf, votre cerveau réagit parce que c'est un mot très complexe avec beaucoup d'assonances, ou des mots comme guerre ou pandémie, qui bien sûr vont immédiatement, que vous en soyez conscient ou non, générer des facteurs de stress. Ce livre est le seul de Newberg et Waldman qui a été traduit en français, La clé de la communication, découvrez la puissance de l'empathie, paru aux éditions de l'Homme il y a quelques années, et a débouché sur un article Personal Inner Values, a Key to Effective Face-to-Face Business Communication, qui a en fait une histoire absolument géniale. Donc pour revenir un pas en arrière, l'équipe de Newberg, Waldman et Manning se sont intéressés à qu'est-ce qui rend la communication interpersonnelle si compliquée lorsqu'il y a des enjeux autour du sujet dont on parle ou de la tension entre les participants. Et leur constat, pour le ramener à l'essentiel, c'est que nous sommes tous en quelque sorte des très bons communicateurs de beau temps quand nous sommes avec des personnes en qui nous avons confiance et vice-versa, et que nous parlons de sujets qui n'ont pas d'enjeu important, nous sommes très bons pour parler, deviser de manière assez joyeuse. Et pour les primatologues, ce type de discussion est l'équivalent dans l'espèce humaine de l'épouillage, par exemple chez les babouins et les macaques. C'est-à-dire qu'on prend soin les uns des autres en partageant des paroles qui sont amusantes, qui questionnent, qui renseignent chacun sur ce que vit l'autre, mais d'une manière où il n'y a pas d'enjeu fondamentalement compliqué. Et donc, cette bonne communication de beau temps, et je crois que nous en avons tous fait l'expérience, tend à se gâter quand tout d'un coup il y a de la tension, un risque de conflit, de critique ou de rejet, ou des sujets sur lesquels on peut connaître de très vifs désaccords. Et à ce moment-là, le constat qu'ils ont posé, mais je crois qu'on peut tous se tourner vers nos propres vies pour voir dans quelle mesure c'est pertinent, c'est que nous devenons, à notre insu, et sans le faire exprès, de très mauvais communicateurs. Et je vous pose la question, combien de situations avons-nous connues dans notre vie où, avec quelqu'un d'important, professionnellement ou sur le plan privé, nous nous sommes engagés dans une conversation avec l'espoir sincère que cela se passe bien, de bonnes intentions, et de vivre ce cauchemar qu'en quelques minutes, la conversation prenait une direction qui n'était pas du tout celle qu'on espérait, et avec quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre, qui laisse, en règle générale, les deux interlocuteurs extrêmement dépités et froissés, meurtris, au bout du compte. Et donc, ils ont combiné ou recoupé différentes approches pour vraiment mettre en lumière ce qui se joue dans ces cas-là,
Alors, je viens de proposer tout un webinaire sur ce sujet avec Monsieur Frédéric Zenouda que vous pouvez trouver gratuitement sur ma chaîne YouTube ou sur mon site. Je vous donne la référence. Comme ça, vous pouvez, si ce sujet vous intéresse, le consulter à votre guise. Mais pour aller à l'essentiel, ce que l'équipe de recherche a mis en lumière, c'est en fait 3 ou 4 paramètres qui, se recoupant et se potentialisant les uns les autres, génèrent cette difficulté à gérer les situations compliquées. Le premier élément, c'est que nous sommes tous, c'est en fait une caractéristique liée au projet évolutif de notre espèce, extrêmement sensible au négatif. Donc si je vous adresse un compliment, ou si je vous fais une critique d'une intensité comparable, inévitablement, le compliment vous passera dessus assez rapidement, vous serez content mais sans plus, alors que la critique, même d'une intensité équivalente, tendra à vous rester en travers de la gorge et à conduire à des ruminations pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Et en fait, c'est assez normal, étant donné que nous vivons dans un monde où il y a toutes sortes de dangers et de risques, il est important que nous attachions plus d'importance au négatif. Notre cerveau est simplement configuré comme ça. La deuxième caractéristique, c'est que nous sommes également des hypersensibles de la critique ou du rejet. Et nous avons des masses d'études en imagerie cérébrale qui montrent que quand une personne est exclue, par exemple d'un jeu, ou se voit adresser des critiques, les réactions du cerveau sont comparables à ce qu'il vit en cas d'agression physique. Donc si quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance, vous dit des mots très durs ou vous adresse des insultes, ce sont les mêmes centres du cerveau qui s'allument que si vous receviez une gifle. Et on le dit d'ailleurs, hein, il ou elle m'a giflé verbalement, hein, je me suis senti attaqué. Et donc, il y a dans le fait de percevoir une critique, alors je ne parle pas bien sûr d'une critique constructive bien construite sur une idée, mais si on vous critique vous personnellement, ou si vous avez l'impression que la critique s'adresse à votre personne, il y a inévitablement ces réactions extrêmement fortes dans le cerveau qui se produisent. Et là, on voit arriver le troisième motif, qui est celui que l'état de calme et de confiance, ou l'état de stress, de tension et de crainte d'un possible conflit sont contagieux. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons un ensemble de structures dont les neurones miroirs, mais ça n'est pas la principale dans le cerveau, qui en fait nous ajustent facilement à nos interlocuteurs. Et si nous sommes face à quelqu'un de très stressé, sans connaître la cause de son stress, inévitablement nous allons sentir un certain stress monter en nous. Et donc là, vous avez la troisième pièce du puzzle. Autant dans une conversation de beau temps, nous abordons la situation avec détente, calme, bien-être et sourire, autant quand il y a un sujet dont on se dit « bon, ça va quand même être un peu délicat à aborder », sans même nous en rendre compte, nous abordons en général la conversation avec des marqueurs de stress importants dans tous les paramètres non verbaux de la communication, mais qui implique aussi le ton de la voix, la hauteur de la voix. Plus on est énervé, plus on monte dans les aigus, alors que plus on est calme, plus on est capable de parler plutôt dans les graves. Et donc il y a un ensemble de marqueurs qui vont circuler d'emblée en signalant « stress à bord, stress à bord ». Or le stress, qu'est-ce à tout prendre? C'est simplement une réaction au danger. Donc si vous voyez quelqu'un de stressé, vous dites « il y a un danger » ou « il a peur à cause d'un danger ». Et là, inévitablement, sauf si on a les bons ancrages, on se met soi-même en état de stress. Alors un exemple que j'aime bien citer, tellement il est amusant, c'est dans les couples, quand tout d'un coup, l'un dit à l'autre « Chérie, il faut qu'on parle ». Comme ça, sur un ton un peu pas très engageant, là, la réaction de stress chez votre interlocuteur, elle est maximale avant que vous ayez commencé à parler de quoi que ce soit. Et quand le stress monte en nous, que se passe-t-il? Nous perdons l'essentiel de nos compétences logiques et réflexives. C'est-à-dire qu'on perd nos moyens, si vous voulez. Et à ce moment-là, on va nous-mêmes être focalisés sur notre peur d'être critiqué ou rejeté. Et là, vous avez ces montées en symétrie absolument dramatiques qui peuvent se produire très rapidement. Et donc, en quelques dizaines de secondes, la conversation est mal barrée et parfois, c'est impossible de la rattraper.
Alors, le modèle de communication de Newberg, Waldman et Manning, il décortique la réalité de ces processus dans le sens de que se passe-t-il quand la conversation se passe bien, que se passe-t-il quand la conversation tourne au vinaigre et se passe mal, et quels ancrages pouvons-nous pratiquer pour veiller à aborder une situation de conversation, notamment potentiellement problématique, dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire non seulement les meilleures intentions, ça on les a en général, mais dans ce que je vais communiquer de manière globale à l'autre pour lui dire, même si nous allons parler de quelque chose de délicat, je ne suis pas là avec des intentions agressives de te juger, de te critiquer ou de te rabaisser, mais il y a quelque chose d'important dont il faut que nous puissions parler, et je souhaite m'exprimer de la manière la plus claire possible, et je souhaite t'entendre de la manière la plus ouverte d'esprit possible pour être sûr de bien comprendre ce que toi tu peux avoir à me dire. Alors là, j'ai envie de dire, je vous résume le principe. Après, il y a effectivement une technique, ou plutôt un ensemble de pratiques qui, lorsqu'on les expérimente, ont cette caractéristique de clarifier pour nous ce qui provoque quoi, et donc, littéralement, libère notre aptitude à nous exprimer d'une manière claire, constructive, et qui ne va pas être prise par l'autre personne comme une agression, et à l'inverse, d'observer quel est l'état intérieur dans lequel est l'autre personne, et si j'observe qu'il y a de la tension, de la peur, de l'irritation ou de la colère, de pouvoir en tenir compte pour veiller à ne pas perdre l'intention constructive de la communication. Alors l'article de référence dont je vous ai parlé est issu d'expériences réalisées dans un cadre universitaire, un Executive MBA, donc c'est la formation au management et à la gestion de cadres dirigeants en cours d'emploi, donc c'est des gens qui sont surstressés et qui continuent de travailler pendant qu'ils suivent la formation sur de longs mois, donc il y a des programmes et des agendas quotidiens absolument délirants. Et en fait, c'est dans ce cadre-là que Manning et Waldman, sur la base des travaux faits avec Andrew Newberg, ont testé les modalités de la neurocommunication. Et en fait, avec des résultats, mais absolument spectaculaires. Pour prendre juste un d'entre eux, plus de 90% des étudiants en formation, donc des cadres dirigeants en exercice, ont rapporté avoir connu une baisse significative de leur niveau de stress en pratiquant les quelques exercices suggérés dans le cadre de ce programme. Plus de 90%, une baisse significative de leur niveau de stress tout au long de la journée, avec une augmentation de leur productivité. Et en fait, voilà, ça nous met au pied d'une autre question, qui est que, est-ce que c'est un programme magique ? Quand je vous le raconte, peut-être que ça sonne un peu comme ça, et comme chacun d'entre vous, je suis évidemment très méfiant par rapport à ces propositions. On dit comment retrouver une santé absolue en 3 jours, ou comment trouver l'amour de sa vie en 30 secondes. Voilà, on sait tous que c'est des promesses qui ne sont pas tenues. Mais ce qui est intéressant là, et c'est pour ça aussi que tout mon bagage d'anthropologue de la santé est mis dans le fait de trier les propositions pour retenir les meilleures, c'est que ce que je vous dis est documenté par de la recherche hyper solide. Et il faut savoir que cet article est paru dans The Journal of Executive Education, donc le journal, la revue professionnelle de l'éducation des cadres dirigeants. Pourquoi ? Parce qu'aucune revue médicale ou psychologique n'a voulu publier l'article, non pas parce qu'il est mal fait ou qu'il a des faiblesses méthodologiques, et Newberg et Waldman sont des rois de la méthodologie, donc vous pouvez vous lever de bonne heure pour trouver des défauts à leur publication, mais simplement parce que les résultats étaient trop positifs par rapport à ce qu'on a l'habitude de connaître. Voilà, donc de nouveau, ça n'est pas un programme miracle, par contre c'est de la vraie éducation, c'est-à-dire qu'on comprend enfin ce qui a posé des problèmes à tant de reprises dans nos vies, on comprend quelles sont les clés, et dans le cadre du programme que je propose en ligne, qui peut être consulté, je donne toute l'information sur mon site jdmichel.com/neurocommunication, eh bien vous trouvez les détails de ce qui sera travaillé de semaine en semaine avec les personnes qui choisiront de suivre cette formation, pour vraiment construire en elles ces aptitudes fondamentales, et qui après, et c'est ça toute la beauté de la chose, n'ont plus besoin d'être pratiqués consciemment. On n'a plus besoin d'appliquer de techniques, parce qu'on a simplement intégré tout un ensemble
de compréhension fondamentale, et donc c'est devenu notre manière naturelle d'agir ou de communiquer. Voilà. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le webinaire ou à aller voir la page en question. Et à nouveau, je ne fais que partager des connaissances qui moi-même m'ont été extrêmement utiles. Donc je parle d'expérience. Et c'est vrai que c'est régulièrement une appréciation qu'on m'adresse par rapport à mes interventions en vidéo, c'est le fait on me dit souvent, mais vous vous exprimez avec beaucoup de clarté, c'est facile et agréable de vous suivre, et vous dites avec des mots simples des réalités complexes qui souvent m'ont posé question, me dit-on, depuis des années. Et ce que j'ai envie de partager, c'est qu'une compétence comme celle-là, alors bien sûr, il faut certaines prédispositions naturelles, mais ne vient pas de nulle part. Et c'est là où, en ce qui me concerne, je reste avec un sentiment de gratitude énorme pour toutes les clés que j'ai trouvées sur ma route, qui m'ont été transmises par d'autres, et que j'ai aujourd'hui le plaisir et la joie dans ma vie d'essayer de partager encore plus loin avec d'autres. Et ces clés qui figurent dans le programme Neurocommunication sont absolument fondamentales. C'est aussi ce qui m'aide aujourd'hui à m'exprimer d'une manière qui semble faire sens ou rejoindre facilement un grand nombre de personnes. Voilà, donc je mesure tout ce que je dois moi-même au programme que je suis en train de vous présenter, mais au-delà du programme, au principe, et de nouveau j'en parlerai librement, sans qu'il y ait besoin de payer un accès à cette connaissance, au cours des semaines et des mois qui viennent. Je vous remercie et à bientôt pour de nouvelles aventures.